Neige tout court sur les hauteurs en Ardennes. Les températures sont comprises entre 1 et 4 degrés. Le grand public ne connaissait pas son nom, mais les forces spéciales de la police belge l'avaient depuis quelque temps déjà dans le collimateur. Hakim Benladghem, 39 ans, franco-algérien, qui a été abattu il y a 2 jours sur l'autoroute A8. Qui était-il vraiment? S'agissait-il d'un électron libre ou était-il membre d'un réseau plus vaste? Quels étaient ses projets? Faut-il établir, comme beaucoup le pensent ce matin, en comparatif entre Benladghem et Mohamed Merah en France? La justice dispose-t-elle des moyens adéquats pour pouvoir lutter à armes égales avec le terrorisme et le grand banditisme? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à notre invité pour le moment, Claude Moniquet, expert en terrorisme. Claude Moniquet, vous dirigez un centre, les ISC, spécialisé en sécurité et en terrorisme. Invité également Olivier Martins, avocat pénaliste, qui n'est pas encore là, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors Claude Moniquet, on va essayer d'abord de comprendre pourquoi Benladghem a été arrêté sur l'autoroute A8. Mais la police, et pas chez lui. Oui, en fait la police l'avait dans le collimateur depuis plusieurs années. On commence à s'intéresser à lui en France en 2007-2008, la Belgique en 2009-2010 quand il s'y installe. Et depuis quelques semaines, la police savait, le contre-terrorisme savait qu'il avait accumulé chez lui des armes extrêmement létales, des armes de guerre et du matériel de défense, comme par exemple un bouclier tactique de 40 kg blindé qui permet de résister aux tirs. Donc je pense très clairement que la police n'a pas voulu répéter le siège de 30 heures qu'on a connu dans l'affaire Merah à Toulouse. Mais c'était grosso modo il y a un an à Toulouse. Il y a un an à peu près, presque jour pour jour, et exposer la vie de son personnel. Donc la décision a été prise de l'intercepter en dehors de chez lui, sur la route, dans un endroit où il n'y avait pas de risques collatéraux non plus. C'était une bonne décision. Malheureusement, l'individu a réagi en tirant, comme on le sait, et il a été tué par les tirs en retour. Mais la décision de l'interception à l'extérieur était bonne. Alors pourquoi est-ce que les forces spéciales ont décidé d'essayer de l'intercepter ce jour-là? Parce qu'ils savaient que Benladghem préparait quelque chose dans les jours à venir? Manifestement, il y a une montée en puissance dans les dernières semaines, puisque en décembre 2012, il est perquisitionné pour la 2e fois, parce qu'il avait déjà été en 2010, comme nous l'avons révélé ce matin. En 2012, il est perquisitionné, on ne trouve pas d'armes chez lui. Ces dernières semaines, on sait qu'il achète des armes de guerre, qu'il s'en procure. Il y a un braquage la semaine dernière dans lequel il vole des armes chez un particulier, un restaurateur, et il semble que des informations existent comme quoi il allait passer à l'acte de manière imminente. Donc il fallait intervenir. On dit qu'il voulait frapper des policiers justement pour se venger de ces perquisitions précédentes? Oui, ce qui apparaît très clairement dans les auditions que j'ai pu consulter, celle de 2010, il a une certaine haine pour la police. Il les appelle des cafards, il les appelle, je m'excuse de le dire, des fils de pute. Il sent qu'il est surveillé en permanence. Il a vraiment une haine qui est la même d'ailleurs que celle de Merah, qui voulait, rappelez-vous, comme il le disait, fumer un flic. On est en face de gens qui ont un pied dans la voyoucratie, un pied dans le terrorisme, et l'affrontement avec la police fait partie de leur culture. Alors Benladghem, 39 ans, vous l'avez dit, était sous surveillance de la part de la police fédérale en Belgique, mais a été surveillé aussi par les services secrets français. Oui, parce qu'en fait, en 2008, Benladghem tente de pénétrer depuis l'Égypte 3 fois dans la bande de Gaza avec des gilets pare-balles. La 3e fois, il est arrêté, il revient en France, et là, il est immédiatement placé sous surveillance par la DCRI. Écoute téléphonique, interception de ses mails, et on se rend compte qu'il est en liaison avec toute une série de gens qui sont tous connus dans les milieux djihadistes, y compris avec son frère, qui apparemment est lui-même dans le milieu, qui se trouve à cette époque-là à Gaza. Donc c'est un bon client pour la police, qui pense avoir la possibilité, la DCRI, le contre-espionnage français, de mettre la main sur le réseau. Et quand il passe en Belgique en début 2009, début 2009, il est immédiatement, son cas est transféré à Bruxelles, et le parquet fédéral demande immédiatement l'ouverture de l'instruction judiciaire contre lui. C'est fréquent cette collaboration, on va dire milieu judiciaire français, milieu judiciaire belge? En matière de judiciaire, c'est permanent, et en matière terroriste, antiterroriste depuis des années, c'est une constante. D'ailleurs, pas seulement avec la France, mais en particulier les relations entre la France et la Belgique à ce niveau-là sont excellentes depuis de très nombreuses années. On va voir tout de suite un premier commentaire laissé sur la page Facebook d'rtlinfo.be. C'est le commentaire de Sébastien Héon. À qui était destiné tout cet arsenal militaire? Avec quel argent? Mais là, on peut s'en douter. Le plus alarmant surtout, c'est de se dire que ça n'est certainement pas un cas isolé.
Et on accueille Olivier Martins. Merci, maître, de nous avoir... Je suis désolé d'être en retard, mais voilà. Mais ce n'est pas grave. Je suis là. Maître, vous êtes avocat pénaliste et vous étiez par ailleurs l'avocat d'Hakim Bethlenghiem. Oui, bien tout ça. à fait. Alors, on vient de parler de votre client, maître, avec Claude Moniquet. Est-ce que vous auriez un instant soupçonné ce qui s'est passé ces derniers jours? Non, très sincèrement non, mais vous savez, quand on défend quelqu'un, on n'imagine pas le pire, on n'imagine pas le mal. Moi, j'ai été consulté par ce monsieur à l'époque dans un dossier qui était à l'instruction chez Madame Panou, et on lui avait saisi des biens, et je me suis occupé avec un autre avocat, effectivement, d'essayer qu'il puisse récupérer des fonds qui avaient été saisis dans un coffre. Alors c'est vrai que c'était un dossier dit terrorisme, qu'on parlait effectivement de filière, mais il avait été laissé en liberté. Et donc il n'avait plus été inquiété, je dirais, par la suite. Et moi, je n'avais plus de nouvelles de mon client déjà depuis plusieurs mois. Donc je n'imaginais pas effectivement quoi que ce soit. Donc on lui avait saisi de grosses sommes d'argent? On lui avait saisi quelques dizaines de milliers d'euros, effectivement. 70 000, 21 000 sur son compte, 50 000 dans le coffre en espèces. J'ai plus les détails, mais effectivement... Et il les justifiait comment? Parce qu'il justifiait ça via son activité d'indépendant. Il disait qu'il était chauffeur routier, qu'il avait une société de transport, c'est ça? Oui, il est justifié par des revenus professionnels, des rentrées financières. Et d'ailleurs, il y avait une partie, je ne sais plus si la totalité lui avait été restituée, mais je sais qu'une partie lui avait été restituée par la Cour d'appel, chambre des mises en accusation. Une autre partie lui avait été restituée, mais je sais qu'une partie lui avait été restituée. Je ne sais pas si la totalité lui avait été restituée. Ça, j'ignore. Est-ce que on a une question d'un téléspectateur qui se demande à qui était destiné l'arsenal qu'on a retrouvé chez lui. Est-ce que vous saviez qu'il collectionnait ou qu'il achetait des armes? Non, vous en avez jamais. Totalement. Vous l'ignoriez. Jamais. Claude Moniquet, est-ce qu'on peut imaginer à quoi allait servir tout cet arsenal? D'abord, un petit mot sur l'argent. Sur les 70 000 euros, il faut savoir que quand il est interrogé en 2010 par la police dans le cadre du dossier de Mme Panou pour cette affaire terroriste franco-égyptienne, franco-belgo-égyptienne, il justifie d'un revenu de 2 000 euros par mois avec 1 500 euros de charges, loyer et charges diverses. Donc, avec 500 euros par mois, il arrive à mettre de côté 70 000 euros, ce qui est assez étonnant. Il faut bien le dire. Moi, j'aimerais bien faire la même chose. Moi, j'y arrive pas. Les armes, il est clair que les armes qu'on a saisies sont des armes neuves, des armes de guerre. Du très haut de gamme. Du très haut de gamme, du haut de gamme qu'on ne trouve pas dans le commerce, même avec autorisation. Ce sont des armes réservées aux forces spéciales de la police et de l'armée. Donc, question, où les a-t-il eues? À quel prix? Ce sont des questions, à mon avis, très importantes. Et à quoi est-elle destinée? Manifestement pas uniquement à des attentats individuels en Belgique. Il y en a beaucoup trop pour ça et de beaucoup trop haute qualité. Donc on peut penser, comme il est soupçonné d'avoir eu des liens avec Jaish al-Islam, le groupe islamiste proche d'Al-Qaïda de la bande de Gaza, à l'époque où il avait voulu entrer à Gaza par l'Égypte, comme on le disait tout à l'heure, en 2008, on peut penser qu'il voulait alimenter un groupe terroriste à l'étranger et probablement aussi commettre des actions terroristes par lui-même en Belgique. Maître Martins, apparemment, ce sont les complices de Bethlenghiem qui l'ont dénoncé lors d'un récent braquage à Anderlecht. Est-ce que vous avez été consulté, vous, dans le cadre de ce braquage? Absolument pas. Pour l'instant, je ne suis pas consulté dans le cadre de ce dossier et j'ignore, je dirais, les tenants, les aboutissants et le contenu de celui-ci. Christophe, un téléspectateur date, nous a envoyé sa question par courrier électronique. On sait que la ministre Milquet veut récupérer les Belges qui combattent en Syrie. Combien sont-ils? Ne risque-t-on pas d'en faire des Mohamed Merah en puissance? Claude Moniquet, la presse française et belge commence à établir des parallèles entre les deux. Est-ce qu'il faut suivre cette voie? Il faut la suivre et elle est très inquiétante pour la Belgique parce que les chiffres qui sortent, qui sont évidemment des chiffres qui ne sont pas vérifiés pour le moment, mais des estimations rendues publiques de manière par des fuites, par les services de renseignement. On a à peu près 50 Français, 50 à 60 Français et 50 Belges. Pour des communautés musulmanes, donc un nombre d'islamistes à l'arrivée, qui sont une fraction de ces communautés musulmanes, qui est 10 fois plus importante en France qu'en Belgique. Donc ça veut dire que si on a le même nombre absolu de combattants, on a un sérieux problème de sécurité et d'islamisme radical en Belgique. On pense qu'il y a entre 50 et 60 Belges qui combattent pour le moment le régime de Bachar al-Assad en Syrie et qui sont des gens convaincus et qui vont revenir de Syrie, ceux qui reviendront, bien entraînés et décidés. Jean-Jacques de Bruxelles nous a envoyé sa question par Internet également. Comment, alors qu'on sait que ces jeunes gens d'origine étrangère basculent dans l'islamisme radical en prison, ne prend-on pas des mesures pour l'éviter? Olivier Martins, dans vos clients, est-ce que vous en avez qui ont basculé dans l'islamisme radical en prison? Est-ce que vous le constatez? Dans ma clientèle, non. Mais est-ce que vous en avez entendu parler? Mais j'en ai entendu parler, effectivement.
mais on peut basculer dans une religion, pas nécessairement l'islam, ça peut être aussi dans d'autres religions. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de l'islam, et c'est vrai qu'en prison, parfois, on se retrouve un peu perdu, et on peut se retrouver dans une forme de spiritualité qui permet peut-être d'ouvrir des voies vers d'autres choses. Vous savez, bon, moi je suis pas religieux, j'ai pas été en prison, mais c'est vrai que c'est parfois très difficile pour ceux qui sont détenus. Parfois des personnes se retrouvent seules et sont dans une situation de faiblesse. Et je crois que si on veut éviter ça, il faut dans les prisons propose un maximum d'activités, encadre les personnes, et là on tombe dans un véritable problème, parce que si on veut pas effectivement que ces personnes soient endoctrinées, eh bien il faut leur proposer d'autres perspectives. Si on leur propose rien, eh bien ils se rattachent parfois à du radicalisme, et c'est ce qu'il faut combattre. Et ce radicalisme, il est amené dans les prisons par les imams ou par les détenus eux-mêmes? Alors, moi, je connais un imam à la prison de Forêt qui est tout sauf radicaliste. Donc, je vais certainement pas dire que ce sont les imams. C'est peut-être une réflexion avec soi-même, des communications avec d'autres personnes. J'ai pas de réponse, je dirais, précise en tout cas et certaine en tout état de cause à votre question. Mais ça pourrait être le cas. Il faut rien exclure. Ça vient surtout des détenus. En fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, en Belgique comme en France, on a des dizaines de détenus pour fait de terrorisme ou d'islamisme en prison. Et ces gens sont dispersés dans les prisons. Ils ont une aura auprès de délinquants qui effectivement sont fragilisés, sont malheureux. Ils ont une aura, ils leur apportent des perspectives de dépassement d'eux-mêmes et de dépassement de leur peine dans les deux sens du terme. Et ces gens sont beaucoup plus dangereux que les imams. Je crois qu'une des manières de lutter contre l'islamisation en prison, l'islamisation radicale, ce serait avoir de bons imams bien formés qui iraient dans les prisons aider les détenus. Rapidement pour conclure, Claude Moniquet, combien de Mera ou de Ben Ladghem susceptibles d'être sur notre territoire? Une dizaine, un peu plus? En Belgique, on pense en général qu'il y a une centaine de personnes qui sont dangereuses. Salafistes? Salafistes dangereuses, salafistes susceptibles de passer dans l'action armée. Et là-dessus, probablement une dizaine de personnes qui sont du profil Mera ou Ben Ladghem. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Demain, nous changeons de sujet, nous parlerons